Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. C'était il y a 8 ans, les Britanniques votaient le référendum pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et 5 ans plus tard, le Brexit rentre en application. Les conservateurs sont au pouvoir, mais pas moins de 5 ministres se succèdent. Alors pour les observateurs euro-BA, les multiples crises que connaît le Royaume-Uni aujourd'hui n'auraient qu'une seule origine, le Brexit. Problème politique, c'est la faute du Brexit. Problème économique, c'est la faute du Brexit. Problème d'immigration, c'est la faute du Brexit. Alors Nicolas Bavrez, un euro-BA, a écrit une chronique dans le Figaro intitulée « Le naufrage du Brexit » et notamment, il explique qu'un nouveau référendum est peut-être nécessaire. Il serait soi-disant 65% à se prononcer pour un nouveau référendum. Les Britanniques ne seraient plus que 22% à soutenir le Brexit quand 54% le jugent comme une mauvaise idée. Alors ces euro-BA prennent à leur compte cette phrase de Charles Péguy: « Le triomphe des démagogues est passager, mais leurs ruines sont éternelles ». Alors qui sont les véritables démagogues dans cette histoire ? Le Royaume-Uni est-il véritablement en ruine ? Et si oui, est-ce la faute du Brexit ? Un nouveau référendum est-il véritablement souhaité par la population britannique et est-il tout simplement possible? Pour parler de tout ça ce matin, nous sommes avec Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour. Vous êtes président de Génération Frexit et auteur de ce livre « Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration, reprenons le contrôle ». On vous avait invité l'année dernière pour en parler. On invite évidemment nos auditeurs à retrouver cet entretien sur notre chaîne YouTube et sur notre site radiocourtoisie.fr. Alors depuis le début de ce choix du Brexit par les Britanniques, ce choix de quitter l'Union européenne, les médias de grand chemin nous expliquent que ce n'était pas réellement leur volonté, que le peuple britannique n'avait pas véritablement compris la question, qu'ils avaient été trompés par les fameuses fausses informations populistes. Alors j'ai cité les chiffres de Nicolas Bavrez dans cette chronique au Figaro. 65% des Britanniques seraient pour un nouveau référendum. Il ne serait que 22% finalement à soutenir le Brexit. 54% jugent que le Brexit était une mauvaise idée. Que pensez-vous de ces chiffres et pensez-vous réellement que les Britanniques regrettent ce choix aujourd'hui ? Non, moi je pense pas du tout. En fait, alors ce sondage, moi je l'ai pas vu, mais un sondage similaire, j'ai vu un sondage de YouGov qui montrait que ceux qui avaient voté le livre, donc qui étaient majoritaires, il y en avait à peine 7% en fait qui souhaiteraient réintégrer l'UE, et en sachant que tous ceux qui étaient pour le Remain, ils ne veulent pas tous réintégrer l'UE une fois que le choix a été fait. En réalité, je pense que ces gens-là ont une mauvaise foi crasse et n'ont jamais accepté le Brexit. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui disent qu'il y avait des fausses informations, mais je rappelle quand même les arguments de la campagne du Remain qui nous expliquaient que si jamais le Royaume-Uni sortait, le chômage allait exploser, la bourse allait s'effondrer, l'immobilier allait s'effondrer, la monnaie allait s'effondrer. En fait, toutes les prophéties d'apocalypse qui étaient les thèmes de campagne du Remain, faute d'arguments, ils disaient que s'il sortait, ça allait être la catastrophe. Absolument rien de ça s'est passé. Et en fait, quand on regarde même les chiffres économiques, alors évidemment, tout ne va pas bien au Royaume-Uni, mais est-ce que tout va bien en zone euro ? Ça m'amuse. Mais si on regarde les chiffres, le taux d'emploi au Royaume-Uni, il est à 76%. C'est 2 points de plus que la zone euro, c'est 8 points de plus qu'en France. Le taux de chômage, il est à 4,2%. Donc c'est pareil, c'est 2 points et demi de moins que la zone euro, c'est 3 points de moins que la France. L'inflation, qui a été forte à un moment, elle est à 4,2%, donc c'est exactement l'inflation que connaît la France à l'heure actuelle, l'inflation quand on parle l'inflation Eurostat harmonisée, donc on a la même inflation que le Royaume-Uni. La croissance depuis le Covid, en fait, le Royaume-Uni a retrouvé le niveau de PIB d'avant Covid, avant la France, avant l'Allemagne, avant la zone euro, donc les performances économiques du Royaume-Uni sont meilleures, le taux manufacturé, le taux de production industrielle, le Royaume-Uni est passé aussi devant la France. Donc j'ai envie de dire, si c'est la catastrophe au Royaume-Uni, c'est l'apocalypse complète en zone euro. Il faut être sérieux. Et en fait, ce sondage-là de Nicolas Bavrez, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu un autre sondage pour lequel, alors là, ça a été la tournée des médias où effectivement, il fallait nous dire que les Britanniques regrettaient le Brexit. En fait, que disait ce sondage ? C'était un sondage qui demandait aux Britanniques s'ils pensaient que leur situation économique, dans le domaine de la santé, dans à peu près tous les domaines, était meilleure maintenant ou était meilleure il y a 3 ans. Mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en plein dans une
dans une crise. Donc il y a une majorité écrasante de Britanniques qui ont dit que leur situation n'est pas meilleure qu'il y a 3 ans. Mais si vous faites le même sondage en France, en Allemagne et même globalement dans les pays de la zone euro, mais les gens vont vous dire exactement la même chose, voire pire. Donc en fait, si on se base sur un sondage comme ça, on peut très bien dire les gens trouvent que l'Union européenne et la zone euro, c'est un enfer duquel il faudrait sortir. En fait, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle absolument sidérante. Et après, si on va vraiment au fond des choses et si on analyse les difficultés actuelles du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni connaît des difficultés actuelles, mais pas pire que ce qu'il y a en zone euro. Ils ont des difficultés. La plupart des éléments n'ont strictement rien à voir, en fait, avec le Brexit. C'est-à-dire que le Royaume-Uni a particulièrement souffert des sanctions contre la Russie, sanctions d'ailleurs qui ont été prises, ils auraient très bien pu ne pas les prendre, ça n'a rien à voir avec le Brexit, mais ils ont souffert parce que dans leur mix énergétique, en particulier dans leur mix électrique, ils sont très dépendants du gaz. Ça, c'est un élément qui est structurel, qui existait avant, qui n'a rien à voir avec le Brexit. Le Royaume-Uni a souffert de l'inflation, comme d'ailleurs les pays de la zone euro. Mais pourquoi il y a eu de l'inflation en grande partie ? C'est parce que leur banque centrale, exactement comme la BCE, a créé massivement de la monnaie. Et ça, c'était avant même la sortie effective du Royaume-Uni en 2020. Parce que ça n'a rien à voir avec le Brexit non plus. C'est ça, parce que ce que dit Nicolas Bavrez, c'est que le Royaume-Uni est dans une crise sans équivalent depuis les années 70. Et lui, il explique qu'il y a eu une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, notamment. Il explique que l'inflation a atteint 7% au Royaume-Uni contre 2,8% dans la zone euro, avec une spirale de... Parce que l'inflation en novembre, à 4,2%, elle va certainement encore descendre en décembre. Il y a 2 points en fait qui grèvent le pouvoir d'achat des ménages. Ce que je vous ai expliqué sur l'énergie, parce qu'ils n'ont pas fait d'équivalent de bouclier tarifaire qui a coûté un argent fou pour la France. Et il y a aussi l'autre point, mais encore une fois qui est structurel, qui n'a rien à voir avec le Brexit, c'est le système des taux. Vous savez que pour les taux immobiliers, en France, on a la chance d'avoir des taux fixes, ce que veut remettre en cause, soit étant passant, la BCE. Mais au Royaume-Uni, la plupart des taux sont des taux variables. Et donc quand vous avez une inflation qui est très forte et que la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, vous le payez directement parce que les mensualités que vous remboursez pour votre prêt immobilier, elles explosent. Et donc ça, c'est un système qui est structurel, qui existait avant, qui n'a strictement rien à voir avec le Brexit. Donc en fait, c'est d'une mauvaise foi absolument immense de mettre ça. Le seul point qu'on peut mettre en avant, c'est l'affaire de l'immigration. Parce que sur l'immigration, le Royaume-Uni a repris le contrôle juridique, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens juridiques, contrairement à nous dans le cadre de l'Union européenne, de baisser les flux migratoires. Mais ce qui se passe, c'est pas une question de Brexit, c'est que les Britanniques regrettent comment est mené le Brexit par le Parti conservateur, parce qu'il y a toute une frange du Parti conservateur, notamment en ce qui concerne l'immigration, qui, elle, en fait, pour favoriser la pression à la baisse sur les salaires et satisfaire une partie du patronat britannique, continue à faire de l'immigration, mais c'est de l'immigration légale. D'ailleurs, c'est l'immigration légale qui est plus qualifiée que ce qu'on peut retrouver en France. Mais ils continuent à faire de l'immigration, quand bien même les Britanniques veulent plutôt baisser l'immigration. Mais ça, c'est, vous savez, le Brexit ou la sortie de l'UE de manière générale, ça vous permet de reprendre les manettes. Mais après, ça dépend évidemment de ce que vous faites des manettes. Et évidemment que la politique migratoire, c'est une question de volonté politique aussi, en plus des éléments juridiques. Et ce ne serait pas la même politique migratoire si quelqu'un comme Nigel Farage, par exemple, était au pouvoir. Et bien justement, on reviendra sur Nigel Farage, mais je voulais revenir sur l'immigration. Nicolas Bavrez nous dit le départ forcé des Européens a été plus que compensé par l'arrivée d'immigrés non européens. Finalement, les soldes des entrées et des sorties a battu un record en 2022 avec une hausse de la population émigrée de 606 000 personnes. Et ça, pour lui, c'est la faute du Brexit. C'est-à-dire que les gens sont partis et les Britanniques ont dû compenser avec une immigration extra-européenne. Là, il est encore de mauvaise foi parce qu'on parle de solde net. Donc le solde net, ça comprend bien les départs. La vraie problématique, c'est que c'est une question, encore une fois, de volonté politique. Et par facilité et par soumission, quelque part, à une partie du patronat britannique, le Parti conservateur n'applique pas. Il pourrait très bien restreindre le nombre de visas donnés. On parle d'immigration légale. Et d'ailleurs, j'avais vu là qu'il y avait un projet de loi, il voulait augmenter encore les ressources minimum pour pouvoir venir au Royaume-Uni, augmenter les contraintes pour baisser en fait le nombre de personnes qui viennent au Royaume-Uni. Aussi, vous savez, beaucoup d'étudiants, c'est la deuxième destination après les États-Unis, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent au Royaume-Uni, il n'y a pas que d'immigration de travail, mais globalement, c'est avant tout un problème de volonté politique parce qu'ils ont tous les outils juridiques maintenant. Si vous voulez faire
d'immigration résiduelle à 20 000 par an, il pourrait le faire. Et en fait, là, c'est une question de qui est au pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre le contrôle de la politique si vous avez exactement les mêmes qui sont au pouvoir. Instinctivement, ils feront la même politique. Et c'est tout le problème. Et c'est ce que dénonce exactement Nigel Farage et son parti qui était avant Brexit Party, qui est maintenant Reform UK, qui explique que les conservateurs, en fait, trahissent le Brexit parce qu'ils ne saisissent pas toutes les opportunités qui ont été permises par le Brexit. Et ça, c'est un vrai problème pour les Britanniques, et c'est en ça que les électeurs britanniques vont sanctionner le Parti conservateur. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'aux prochaines élections, surtout si la liste est menée par Nigel Farage, que le Parti Reform UK passe devant le Parti conservateur, ce qui sera un bouleversement majeur dans la vie politique britannique, parce que vous savez que depuis des centaines d'années, vous avez un bipartisme entre le Parti conservateur et le Parti travailliste. Et donc, si Nigel Farage arrive à dépasser le Parti conservateur, en fait, il remplacerait quelque part le Parti conservateur avec pour objectif, lui, de réaliser tous les bénéfices du Brexit et notamment de baisser les flux migratoires. Alors, Charles-Henri Gallois, dans son article, dans sa chronique, Nicolas Bavrez en parle notamment d'un retour potentiel de Nigel Farage, hein, on le dit, donc président de Reform UK, et qui dont qui ne vient pas d'ailleurs de la politique et dont le but de son entrée dans la vie politique était le Brexit et qui s'est retiré donc après le Brexit. Notamment pour lui, Nicolas Bavrez, le Brexit a conduit à une instabilité politique, et c'est pour ça aujourd'hui que les conservateurs, finalement, parce que ça fait donc maintenant plus de 10 ans qu'ils sont au pouvoir, pourraient finalement partir du pouvoir au profit, pour lui, du parti Labour, qui potentiellement, lui, peut saboter véritablement le Brexit. Alors ça, c'est une possibilité que le Labour sabote le Brexit. Il y a toute une partie de l'élite anglaise qui n'a jamais accepté le Brexit. Et je vais revenir d'ailleurs sur l'introduction là-dessus. Enfin, ça m'amuse, les gens qui disent que les Britanniques auraient été trompés, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Je rappelle quand même qu'ils ont tout fait pour annuler le vote des Britanniques, exactement comme on a annulé le vote français en 2005. Les Britanniques, en réalité, ils ont voté 3 fois pour le Brexit. Ils ont voté lors du référendum de 2016, ils ont voté lors des élections européennes de 2019, en sachant que l'équipe de Theresa May, justement, mettait beaucoup de mauvaise volonté pour réaliser le Brexit, donc ils ont mis en tête le parti de Nigel Farage aux élections européennes. Et ils ont voté une 3e fois en votant pour Boris Johnson aux élections générales. Le slogan de Boris Johnson était absolument sans aucune ambiguïté, c'était « Get Brexit done ». Donc faisons le Brexit. Donc en fait, ils ont voté 3 fois en faveur du Brexit, et de manière assez écrasante, d'ailleurs la dernière fois avec Boris Johnson. Et là, effectivement, le Parti conservateur, ne remplissant pas ses promesses, il y a une certaine volonté de changement. Il faut se rappeler que lors de la campagne, il y avait toute une partie du Labour, même si elle était plus minoritaire que le Parti conservateur, qui était en faveur du départ de l'Union européenne, et que normalement, en tout cas dans toutes leurs dernières professions de foi, le parti du Labour ne voulait absolument pas revenir sur le Brexit. Et je pense que s'ils essayent de faire ça, en sachant que Nigel Farage reviendrait probablement, parce que vous avez raison, ce n'était pas un politique à la base, son combat politique c'était pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Là, il voit que l'héritage est en train d'être trahi, donc c'est pour ça que ça le titille de revenir. Mais si jamais il faisait ça, déjà c'est assuré que Nigel Farage passerait devant le Parti conservateur, et le Labour, il ferait peut-être un mandat, mais il n'est pas du tout exclu derrière que ce soit justement Farage qui gagne, parce que je pense que tous les faits lui donnent raison. Eh bien, écoutez, on continuera évidemment à suivre ça, parce que donc nous, si nous avons des élections européennes, eux ont des élections législatives au second semestre de cette année, donc on continuera évidemment de suivre ça avec vous. Merci Charles-Henri Gallois. Je rappelle, vous êtes président de Génération Frexit, et puis je rappelle le titre de votre dernier livre, Nos grands défis du 21e siècle, énergie et immigration. Reprenons le contrôle. Merci à vous et à très vite.